L'idée de base, c'est une pure fiction. Cette idée d'un homme qui porte sa femme sur ses épaules jusqu'au sommet du Mont Blanc. Après, sur le traitement, je me suis inspiré, en tout cas sur le premier chapitre, s'il est divisé en 3 chapitres, sur le premier chapitre, je me suis inspiré d'une histoire vraie, donc de l'histoire de mes grands-parents, de la façon dont ils se sont construits, dont ils se sont rencontrés, dont leur amour a éclos. Et voilà, comme le disait très bien mon grand-père, je suis arrivé au bal avec une fille et je suis reparti avec ta grand-mère. Donc c'est ça que j'avais envie de raconter sur la première partie, le premier tiers de l'album. Et sur les 2 tiers suivants, par contre, c'est de la fiction. J'ai fait l'histoire de 2 humains, une histoire d'humain tout simplement, que ce soit une femme ou un homme, que je sois une femme, n'importe pas, on s'en fout. Je raconte des histoires de personnages qui ont une vie et qui ont une vie particulièrement touchante et c'est tout. Témoignage d'une époque, oui. Je pense que moi j'avais envie de traiter un petit peu toute cette période qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale, donc les 30 Glorieuses. J'avais envie de parler un petit peu de toutes les avancées qu'il y a pu avoir, que ce soit au niveau du féminisme, que ce soit au niveau de l'extraction sociale, de comment est-ce que en partant d'un ouvrier, on arrive à devenir un self-made man. J'avais envie de parler de tous ces thèmes. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la femme devait encore demander à son mari ou à son père l'autorisation d'avoir un chéquier, l'autorisation de travailler, l'autorisation d'avoir un appartement. Donc j'avais envie de mettre tout ça en filigrane en fait, dans l'histoire. Donc oui, c'est un témoignage d'une époque et c'est aussi un portrait de couple finalement. C'est raconter la vie d'un couple sur 20 ans et tous les gens qui sont en couple savent très bien que c'est pas tous les jours les petits oiseaux, la mer, le soleil. Voilà, on vit des choses difficiles et c'est justement dans ces épreuves qu'on apprend à s'aimer et qu'on apprend à se respecter. Donc voilà, c'est à la fois le témoignage d'une époque et à la fois un portrait et de femmes et d'hommes parce que pour moi Edmond est sinon aussi important qu'Olympe. En tout cas, lui, c'est peut-être le personnage qui évolue le plus durant la BD. Olympe, elle est, je dirais pas monolithique, mais elle a une idée fixe, elle a une façon de voir la vie. Edmond, il change. Edmond, c'est au début un petit, on va dire un petit con arrogant, qui ensuite devient un self-made man qui veut imposer un petit peu sa loi et à la fin c'est un homme qui est prêt à tout pour sa femme et qui est prêt à même changer son apparence physique pour pouvoir l'emmener au sommet. Ça va au-delà de l'histoire d'amour, parce que c'est vrai qu'Edelweiss c'est une histoire d'amour, mais c'est pas que ça. Comme je dis souvent aux gens quand ils viennent nous voir en dédicace, c'est que c'est une histoire entre 2 êtres. Ça aurait pu être un frère et une sœur, ça pourrait être une mère et une fille, ça aurait pu être, je sais pas, toutes les histoires. C'est le lien entre ces 2 personnes-là qui m'a plu. Et pas parce que c'est un couple, c'est juste oui, l'amour, mais pas forcément. L'amour universel, ça peut paraître un petit peu mièvre de dire ça comme ça, mais ce qui m'a plu, c'est le personnage d'Edmond qui a. C'est limite mon préféré parce qu'il change, il évolue et il change par amour pour sa femme et il est prêt à la porter sur ses épaules pour réaliser son rêve à elle. Et aujourd'hui, de nos jours, qui c'est qui ferait ça pour son conjoint, sa conjointe, son frère, sa sœur, sa mère, son père? C'est extrêmement rare d'aller jusque-là par amour. Et c'est ce lien-là qui m'a plu. J'aime beaucoup les scènes sans dialogue. C'est un travail très difficile. Même quand il y a des dialogues, ce que j'aime bien et ce que j'ai envie de faire, après, il faut quand même qu'il y ait des dialogues parce que c'est important pour bien comprendre l'histoire, mais j'essaie de faire en sorte que même sans les dialogues, on puisse comprendre à peu près ce qui se passe dans une page. Si les personnages, pour moi, s'ils sont pas expressifs, on va pas rentrer dans l'histoire, on va pas croire en eux, ce sera pas crédible. C'est ce qui me plaît, par exemple, dans les films. Si les acteurs ont un ton complètement plat, le film va être juste chiant à regarder. On aura l'impression de regarder une vieille pièce de théâtre française, théâtre d'auteur, j'en sais rien, des trucs très chiants où ils parlent comme ça.
Il y en a qui aiment, hein, voilà, c'est mon avis personnel sur la chose. Et non, Edelweiss, l'histoire en a besoin aussi d'émotions. Je veux dire, si les personnages avaient aucune expression, le ressenti des lecteurs n'aurait pas été le même s'il y a des bons dialogues, même si les dialogues sont forts. Si la scène justement où Edmond il voit sa femme partir à l'hôpital, pour pas spoiler, s'il a regardé juste comme ça, ce serait chiant. Edmond est triste que sa femme, il n'y a aucun intérêt à ce que ce soit expliqué. Et c'est ce qu'on voulait tous les deux. Pourquoi toujours expliquer et dire alors qu'il suffit de montrer, comme dans les films. On a besoin de contemplative pour qu'on rentre petit à petit dans l'histoire, pour que la caméra, elle aille avec... Enfin, je sais pas, j'ai vu ça comme ça. Pour moi, les cas, c'est une caméra. C'est des moments, si on... c'est pas contemplatif, on va pas voir ce qu'il y a autour, les gens pourront pas s'imprégner en fait de l'univers. Il y a moins de décors, surtout sur la fin, la troisième partie, parce que pour moi, enfin pour nous, et c'est ce qu'on a voulu faire tous les deux, c'est que par exemple la scène d'intro à l'hôpital où il y a Edmond, juste après l'accident, il est à l'hôpital, il est seul, on n'a pas vraiment la temporalité, c'est-à-dire que ça fait des heures qu'il attend, on ne sait rien de tout ça, et on ne voit pas le visage du médecin, par exemple, parce qu'au final on s'en fout. Est-ce que ça t'a dérangé de ne pas voir le visage du médecin? Et justement, la troisième partie est axée sur lui. Là, c'est une partie qui est très dure, où ils s'en prennent plein la figure, si on peut, sans mauvais jeu de mots. Et pourquoi il y aurait besoin de décors? Parce que pendant 2 parties, on a présenté l'ambiance, les décors, il y en a quelques-uns. Et pour moi, les décors sont là juste pour accompagner. Et là, ce qui importe, c'est leurs sentiments et ce qu'ils ressentent. Pour moi, le décor n'a pas vraiment d'intérêt, à part pour montrer que je sais faire, mais ça servirait à quoi? Ça servirait pas à l'histoire. Et j'avais pas envie qu'on se perde dans les détails. Je voulais vraiment qu'on voit les expressions, et justement la première partie à l'hôpital. Ce qui compte, ce que ressentent les personnages. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, justement, il n'y a que des expressions. Et si je m'amuse à faire des décors derrière, des voitures qui explosent, ou des gens qui n'arrêtent pas de passer, ou Josette qui est en train de lire un rapport, on s'en fout. C'est pas important. Je ne dirige pas Lucie. Ce qui est génial, c'est que moi, elle m'a permis d'enlever beaucoup de choses qui étaient en trop dans les dialogues. C'est-à-dire qu'à la base, mes dialogues étaient très explicatifs de ce qui était en train de se passer, de ce qu'ils étaient en train de vivre, de ce qu'ils étaient en train de ressentir. Et en fait, ce qui est génial avec le dessin de Lucie, c'est que ces émotions, elles passent directement dans l'image. Donc moi, je peux les enlever du texte et centrer le texte sur des choses qui sont plus importantes enfin plus importantes, je ne sais pas, mais en tout cas, qui vont permettre de creuser un petit peu plus et les personnages et leurs ressentis sans forcément dire ce qu'ils sont en train de ressentir parce qu'on le voit. Moi, il y a une case que j'aime beaucoup, une page que j'aime beaucoup, c'est le repas avec la belle famille, où en fait c'est centré beaucoup sur ce que Edmond dit à son beau-père, sur ce qu'Edmond dit aux cousins, etc. Et en fait, si on regarde bien, on voit toujours Olympe en arrière-plan avec des expressions juste par rapport à ce que son père a dit, qui est soit une énormité machiste, et donc dans son regard on va le voir, et en fait on va passer le regard sur l'image et elle va être là derrière avec ce regard qui veut tout dire et qui est papa t'es en train de dire une énormité, elle n'a pas besoin de le dire. Mais on le lit dans son regard et donc on peut se concentrer au niveau du dialogue sur autre chose parce que cette information-là, elle est déjà passée. Et là-dessus, avec Lucie, c'est quelque chose d'assez génial parce qu'à chaque fois que j'ai eu un problème par rapport à un texte qui me plaisait plus ou que je trouvais trop explicatif, tout passait dans le dessin. Donc moi, j'avais plus qu'à me rebaser sur l'expression qu'elle avait dessinée pour réécrire les dialogues. Donc là, c'est là où je dis que Lucie, je ne l'ai pas dirigée forcément en fait. Elle a pris ce que j'avais écrit, elle a compris les intentions qu'il y avait. Et après, moi, quand j'ai récupéré les pages avec son dessin et avec les intentions qu'elle y avait mis, ça m'a laissé un espace de liberté beaucoup plus grand pour travailler mes dialogues. Tout est parti du simple fait que la mission difficile de faire évoluer des personnages sur 20 ans. Déjà,
Dès le départ, je savais pas où j'allais. Je savais pas quel serait mon dessin dans 20 pages, 30 pages, comment ils allaient vieillir, s'ils allaient avoir des cheveux blancs, beaucoup de rides. J'en savais rien et je voulais grandir au fur et à mesure avec eux. Et je me suis dit dès le départ, c'est venu assez naturellement de leur donner aux personnages déjà un code couleur propre. C'est-à-dire qu'Olympe, c'est le bleu, Edmond, c'est le marron. Mais la couleur du couple, c'est le jaune. Elle a toujours un nœud dans les cheveux jaune. Ou Edmond, il a toujours une chemise ou une veste de costard jaune. Les rares fois où ils n'ont pas leur couleur, c'est à l'enterrement et d'autres scènes de je sais plus quoi, de l'hôpital, oui, non mais l'ascension, oui. Il y a plein de moments où ils n'ont pas forcément les codes couleurs, mais après c'est venu assez naturellement pour les décors et tout. Il est en jaune aussi, elle est en bleu. Mais ça me paraissait important déjà juste pour qu'on les repère au niveau du temps, parce que je savais pas, et comme c'est très dur de faire évoluer des personnages, qu'on les reconnaisse, je me suis dit dès le départ, ce qui va me sauver, c'est peut-être le code couleur. Et donc inconsciemment, j'ai retravaillé tout ce qu'il y avait autour en fonction. J'avais commencé à la fin de Communard surtout, où j'ai voulu faire de la narration avec la couleur. Je sais pas si ça se fait ou si ça se dit, je sais pas. Notamment à la fin de Communard, quand Victorine il y a les éléphants qui sont tués. Justement, c'est un joli lever de jour, rosé, mignon. Normalement, quand quelque chose de triste, on met de la pluie, des nuages. Et je voulais pas partir là-dedans parce que ça m'intéressait pas. Et c'est pareil pour Edelweiss. Alors quand elle a l'accident, il fait super beau. Il fait un grand ciel bleu, tout va bien, il pleut pas. Si l'enterrement, il pleut. J'ai dit, bon, c'était important parce que c'était historique. Vraiment, ce jour-là, il a plu. Donc, quand il faut faire du crédible, je fais de la pluie un jour où il fait triste. En gros. Et non, les couleurs, c'est venu naturellement parce qu'à la base, je voulais qu'il y ait un code couleur pour mes personnages. Quand on est sur une séquence comme celle du début, où on est sur des tonalités de nuit, donc sur du bleu, une fois qu'on arrive à la fête, on est sur une couleur un peu bronze. Et quand on passe sur la scène avec sa sœur sur les pages suivantes, là on est dans une ambiance verte. Et en fait, chaque séquence a sa propre ambiance de couleur. Sur le repas, c'est le jaune. Et du coup, ça a été un traitement qui a été réfléchi aussi. Comment faire passer le temps dans une BD qui se passe sur 20 ans de vie? Comment on fait passer le temps? On crée des séquences qui se passent à différents moments où on n'a pas forcément besoin de dire 3 mois plus tard, 6 mois plus tard. Il faut que ça soit compréhensible.